Cette équipe en face avait des joueurs de très haut niveau technique et donc malgré l'intensité du pressing avait réussi à s'en sortir à chaque coup. Et en fait, leur façon de faire du contre-pressing n'était pas efficace, même si elle était bien faite. Donc nous, avec la data, on a réussi à mesurer d'une part que c'était bien fait et d'autre part que c'était pas efficace. Et du coup, ce que ça a pris comme décision, c'est que à la fois d'après, ils ont pas essayé en fait de faire leur contre-pressing habituel parce que ça marchait pas. Et ils ont tout simplement décidé de s'orienter plutôt vers un repli défensif à la perte de balle le plus rapidement possible. En gros, revenir devant les cages et fermer tout. Et ça a beaucoup mieux marché. Ils ont fait simplement un match nul au match retour, mais ils avaient vraiment pu finement analyser. Alors au départ, ils étaient partis de l'idée que juste ils avaient été mauvais au match aller, alors qu'en fait ils se sont rendus compte sur cet aspect précis du jeu qu'ils n'avaient pas été mauvais, juste que leur stratégie n'était pas efficace. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Aujourd'hui, je reçois Vincent Otto, ingénieur et docteur en physique. Après avoir rejoint un groupe de chercheurs en physique du sport, ils fonde Sport Dynamics fin 2019. Sport Dynamics, c'est une start-up de 12 personnes de Sport Analytics qui vient de finir la deuxième levée de fonds. Bonjour Vincent. Bonjour Marc, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Sport Dynamics, qu'est-ce que vous faites exactement ? Oui, en deux mots, donc comme tu l'as dit, on est une start-up de Sports Analytics. Donc, on crée de la data sportive, c'est-à-dire de la data qui mesure vraiment la performance des sportifs. Et nous, on travaille dans les sports collectifs. Actuellement, on est actif que sur le foot, donc on mesure vraiment tactiquement la performance des joueurs et des équipes. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu une vue d'ensemble de ce à quoi peut servir la data dans le sport ? Bien sûr. En gros, pour le moment, la première chose que je peux préciser, c'est que nos clients, ce sont directement en fait les clubs de foot, donc les clubs professionnels de foot. En gros, nos utilisateurs au sein de ces clubs, ce sont les équipes des entraîneurs. Alors, généralement pas directement l'entraîneur, mais disons ses adjoints ou ses analystes. Et donc, ils utilisent notre data pour mesurer tout simplement la performance ou de leur propre équipe ou des adversaires. Alors, les use cases, essentiellement, on peut les séparer en trois grandes catégories pour ces clubs. Du coup, mesurer leur propre performance, comme je le disais, donc suivre objectivement la performance de chacun des joueurs, aider du coup à la décision de qui on met sur le banc et qui on va mettre titulaire au prochain match, etc. Ensuite, suivre la performance des adversaires, comme je le disais, donc préparer les prochains matchs, trouver les failles, les faiblesses plutôt des adversaires pour pouvoir les exploiter. Et enfin, le recrutement, c'est-à-dire tout simplement trouver les prochaines pépites à recruter pour les faire venir dans son club. Ok, alors c'est des usages qui sont quand même très différents. Je m'attarde un petit peu sur celui de trouver les faiblesses de l'adversaire ou ses propres faiblesses. C'est quelque chose qui va varier énormément d'une équipe à l'autre, d'un sport à l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire de standard ? Qu'est-ce qu'on peut vendre comme produit à ce niveau-là ? Oui, c'est toute la difficulté, c'est notamment effectivement que chaque équipe va regarder des choses différentes et donc en fait, c'est par essence même difficile de standardiser. Et en fait, toute notre approche à Sports Dynamics, c'est peut-être que ça fait partie de la présentation initiale des piliers de Sports Dynamics qui sont les plus importants pour nous, c'est que on crée de la data qu'on appelle personnalisée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plutôt que proposer un catalogue de milliers de KPI aux futurs entraîneurs qui vont les utiliser, mais qui en fait mesurent jamais exactement ce qu'ils veulent savoir. On s'appelle Sports Dynamics parce que, en gros, on a développé un premier pilier qui était vraiment l'analyse dynamique. Donc, la première expertise qu'on a, c'est vraiment mesurer tous les aspects dynamiques du jeu. Notre premier pilier de différenciation, c'est vraiment le fait que on est spécialisé dans la mesure de tous les aspects dynamiques du jeu. Ça veut dire, en gros, les déplacements collectifs, coordonnés des joueurs sur le terrain et en quoi ils apportent tactiquement quelque chose à l'équipe. Typiquement, on mesure la qualité d'un déplacement d'un appel, par exemple, pour aller chercher la profondeur au football. Et ça, on arrive à le mesurer, l'intérêt que ça a pour l'équipe, indépendamment de s'il a reçu le ballon ou non. Ce qui est un peu le défaut traditionnel de l'ensemble des outils plus ou moins développés qui existent sur le marché, qui en gros vont s'intéresser uniquement un peu, disons, au football comme si c'était un jeu d'échecs, en considérant uniquement les actions qui ont en jeu. Ah, là j'ai fait une passe, là j'ai fait un tir. Plutôt que de vraiment à la fois bien mesurer ces aspects dynamiques du jeu et du coup en déduire y compris notamment la performance effectuée par les joueurs sans le ballon. Parce qu'il faut bien se rendre compte que les joueurs, en fait, ils passent leur temps
à anticiper avant même qu'il se passe toutes les passes possibles, à justement, quand on est défenseur, empêcher avant même qu'elles se produisent les occasions grâce à leur, ce qu'on appelle justement sens du jeu, donc la façon d'anticiper et de se placer en conséquence. Donc ils sont toujours en train d'analyser tous les mouvements de tout le monde, de se replacer en conséquence, et c'est ça qu'on essaie de mesurer avec nos technologies pour mesurer ces aspects dynamiques du jeu, et notamment en utilisant de la modélisation physique. Oui, l'efficacité d'un appel, ça peut être aussi d'avoir créé un espace de jeu qui a permis de créer une ouverture. Comment est-ce que vous mesurez qu'un appel qui n'a pas donné lieu à une passe a créé... C'est simple, en fait, on mesure tous les déplacements possibles de tous les joueurs vers tous les points du terrain et on en déduit le fait qu'au moment où la passe aurait pu être faite, eh ben, si le joueur fait la passe justement dans cet fameux espace qui est devant le joueur, eh bien, on sait que c'est le joueur qui est en train de faire l'appel qui, si lui aussi fait le bon déplacement, sera le premier sur le ballon. Et on est capable de mesurer qu'il aura, par exemple, 1,2 secondes d'avance sur le premier adversaire qui arriverait au moment où arrive le ballon. Et donc du coup ça veut dire qu'il a 1,2 secondes pour contrôler le ballon, orienter et puis ensuite éventuellement faire le choix de ce qu'il va faire ensuite. Et donc ça veut dire que on sait à l'avance que si on lui envoie le ballon, il sera dans une bonne condition pour le réceptionner, pour le contrôler, pour l'utiliser. Et donc ça, bien sûr, indépendamment du fait que la passe ait été faite ou non, on sait que ce sera le cas si la passe est faite. Après, parfois la passe est faite, bien sûr, c'est les cas les plus intéressants en match. D'accord. Donc là, ce que tu dis, c'est que le joueur qui a fait un appel a peut-être pris une bonne décision, même si ça s'est pas terminé par une passe qui lui est faite, et avait les cartes en main pour ensuite exécuter une belle action. Mais le joueur a pu aussi simplement créer un décalage dans la défense adverse, se retrouver dans une situation qui n'est plus une situation dans laquelle il faut lui faire la passe, mais en ayant décalé la défense, a créé aussi quelque chose de positif sur le jeu. Est-ce que cet aspect-là, vous le prenez en compte également ? Bien sûr, en fait, on mesure donc plein d'aspects différents du jeu. Le premier aspect qu'on vient de discuter, c'est l'aspect vraiment de la création d'espace, c'est ce qu'on appelle vraiment ouvrir un espace dynamique. C'est vraiment un aspect effectivement fondamental du jeu et donc de ce qu'on propose bien sûr comme mesure. Mais il y en a plein d'autres et celui que tu évoques est effectivement très important aussi. En fait, c'est la capacité d'un joueur à ouvrir un espace pour les autres. Et effectivement, c'est une des mesures qu'on propose à nos clients de dire cet appel, il permet justement d'ouvrir un espace pour un autre, d'entraîner la défense, d'étirer la défense et de permettre quelque chose pour quelque chose d'autre. Donc ça fait partie des choses qu'on mesure. Ouais. Alors là, on parle du foot parce que on comprend bien que ce soit le premier marché auquel vous vous attaquez. Votre ambition, c'est d'aller faire d'autres sports. Quels sont les autres sports que vous avez dans le viseur, les sports les plus data-friendly ? Alors en fait, notre approche et notre technologie de base, elle s'applique que au sport collectif et au tennis, qui est un peu une spécificité, plus exactement tous les sports à filet. Mais l'idée, c'est vraiment que nous, ce qu'on mesure, ça nous permet de mesurer justement tout ce qui est occupation du terrain, gestion du coup dynamique de cette occupation du terrain, et donc qui est lié à des sports où il y a un terrain justement et des équipes généralement donc dans les sports collectifs qui cherchent à le dominer. Du coup, ça veut dire que on a a priori tous les sports ouverts possibles qui sont des sports collectifs. Dans le sport qui représente un vrai marché potentiel, bien sûr, il y en a un peu moins, mais elles sont bien sûr sur notre liste à venir après le foot, c'est tous les sports US tout simplement. Ouais. Donc le basketball, le football américain, le hockey, etc. Qui sont vos clients ? Qu'est-ce que vous vendez ? Nos clients, ce sont, comme je le disais, les clubs de football. On leur vend de la donnée. Alors en fait, ça prend la forme d'un accès à notre application qui leur permet en ligne d'abord de créer leurs propres indicateurs personnalisés. Ensuite, automatiquement, vont être analysés tous les matchs pour lesquels ils ont payé. Et ensuite, ils vont pouvoir accéder à ces données. Alors, il y a deux formes où ils récupèrent tout simplement, via API par exemple, s'ils ont un peu de ressources de développement en interne, ça dans leur data lake ou autre, et ils en font ce qu'ils veulent. Ou, et c'est le cas quand même de la plupart de nos clients, ils utilisent aussi nos outils de data visualisation qu'on propose directement sur notre plateforme en ligne qui s'appelle Gata, et sur laquelle, du coup, nos clients, encore une fois, vont pouvoir, définir vraiment leur plan de jeu, leurs métriques, et deux, ensuite, visualiser, une fois que les matchs ont été analysés, vraiment toute la performance de leurs joueurs et de leurs équipes, et du coup, créer un certain nombre de visualisations personnalisées très simples pour pouvoir, justement, monitorer ça. Le plus simple, par exemple, étant des rankings, tout simplement. Quand on cherche les faiblesses de l'adversaire, la première chose qu'on cherche à voir, c'est combien il est classé dans l'ensemble de la ligue. Et donc, on cherche à voir tous les endroits où il est 19e sur 20, par exemple, pour se dire là, s'il y a un gros point de faiblesse, c'est là qu'on va attaquer au prochain match. Et alors, donc toute cette data, comment vous la procurez ? C'est quelque chose que vous achetez ?
Non, on génère la data nous-mêmes. Alors, en fait, technologiquement, la façon dont ça se passe, c'est que il y a d'autres boîtes, d'autres providers de vidéo tracking. Donc, nous, en fait, ce qu'on prend en entrée, ce sont directement les positions XY des joueurs et de la balle. D'accord. Et c'est ça, du coup, après, qu'on analyse. Donc, on modélise, encore une fois, les déplacements des joueurs, etc., potentiels. Grâce à ça, du coup, on crée des points de data associés aux métriques personnalisées qu'on crée nos clients. Et du coup, c'est ça qu'on fournit à nos clients. Donc, en entrée, on prend vraiment ces positions XY et celles-ci, elles sont fournies en fait par d'autres providers. Il y en a plusieurs sur le marché. La plupart, en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'ils installent des caméras dans les stades entre 2 et 12 et ensuite, ils filment le match tout simplement et ils font du vidéo tracking. C'est une technologie qui est devenue assez classique et ils en extraient les positions XY. Nous, on intervient après dans la transformation, en gros, de ces XY en data vraiment sportive. D'accord, donc ces providers de position XY, c'est toujours les mêmes, c'est un marché qui est... Oui, il y en a un certain nombre. Le provider officiel, par exemple, en Ligue 1, s'appelle StatsPerform. En Major League Soccer aux États-Unis, s'appelle Chiron Ego, c'est d'ailleurs le même en Bundesliga. On a Second Spectrum qui est actif aussi. Voilà, il y a un certain nombre de providers qui existent et qui sont du coup généralement effectivement devenus providers officiels de telle ou telle ligue à chaque fois. D'accord, et donc après il suffit entre guillemets de taper à leur porte et de dire on aimerait acheter. En fait, nos clients, eux, ont directement l'accès via la ligue du coup généralement à ces data XY et donc du coup nous on les retraite pour leur compte en fait. D'accord, c'est les clubs eux-mêmes qui achètent ces données. Voilà, c'est ça, via leur ligue généralement. D'accord. Et alors, vous pouvez avoir plusieurs clubs clients ou il y a un problème de concurrence C'est une bonne question. Alors, c'est une question à laquelle on est confronté nous, mais bien sûr, n'importe qui travaille dans le monde du sport, au sens où, bien sûr, chaque client club est le concurrent d'un autre potentiel client club. Donc, bien sûr, disons, ça fait partie du jeu. Ils savent que quand ils nous achètent, on peut avoir d'autres clients. Et je veux dire, si jamais ça posait un problème insurmontable, il y aurait tout simplement aucune boîte dans le sport. Or, il y en a. Oui. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que au début, quand c'est les premiers utilisateurs d'une nouvelle technologie, ils se rendent compte que c'est un edge, effectivement, que les autres n'ont pas. Et puis, quand tout le monde commence à l'avoir, en fait, ne pas l'avoir, ça devient un edge dans l'autre sens, en fait. Oui. Donc là, c'est là que en fait, tout le monde se met à l'avoir parce qu'ils savent que s'ils l'ont pas, ils seront en dessous. Alors, si on essaye de prendre un exemple, est-ce que tu peux nous partager des décisions sportives ou une décision sportive qui aurait été prise grâce à la data pour un client, par exemple? On avait par exemple une équipe qui était très forte dans ce qu'on appelle le contre-pressing. Le contre-pressing, en fait, c'est le pressing qu'on fait juste après avoir perdu le ballon pour essayer de le récupérer tout de suite le plus rapidement possible. L'idée derrière, tactiquement, pour info, c'est que c'est le moment où on est le plus faible, en fait, quand on vient de perdre le ballon, parce qu'on était organisé, étalé sur le terrain pour essayer d'attaquer, et en fait, du coup, on n'était pas du tout organisé pour défendre, et du coup, il y a un gros risque. Donc l'idée, c'est de minimiser le maximum ce risque en empêchant la personne qui récupère le ballon de faire quoi que ce soit et de lancer notamment ce qu'on appelle une transition, en fait une contre-attaque. Et donc on avait une équipe avec laquelle on travaillait qui est très forte à ça d'une manière générale. Et on avait créé des métriques justement personnalisées pour elle, pour bien analyser la façon dont ils faisaient le contre-pressing. Et ils se retrouvent à jouer au prochain match une autre grande équipe du championnat, qui est à ce moment-là leader du championnat. Et en fait, ils analysent le match de la phase aller. Et ils se rendent compte que leur efficacité de leur contre-pressing avait été très faible. C'est-à-dire qu'ils avaient en fait très peu de fois réussi à empêcher l'adversaire de faire quoi que ce soit avec. Il y a eu beaucoup de contre-attaques créées. Ils avaient peu aussi récupéré le ballon, parce que c'est ça le but, juste après l'avoir perdu, de le récupérer dans la foulée. Et donc ça, on a pu le mesurer et ils se disaient, mais ok, en fait, on n'a juste pas été bon à ce match-là. Mais nous, grâce aux métriques qu'on avait fait, on avait pu mesurer la qualité intrinsèque, au-delà du résultat, de la façon dont ils avaient effectué le pressing. Et on s'était rendu compte que, de façon objective, on pouvait mesurer justement, notamment en nombre de secondes disponibles pour le porteur du ballon juste après la perte, que le porteur était effectivement très bien mis sous pression, il n'avait aucune autre solution. Donc en fait, ils avaient extrêmement bien fait, même beaucoup mieux que dans la plupart des autres matchs qu'ils jouaient, parce que forcément, ils jouaient contre le premier, donc ils étaient galvanisés. Ils étaient encore meilleurs sur ce match aller dans la façon de faire le contre-pressing, mais ça avait été moins efficace que d'habitude. Ouais. La raison, tout simplement, c'est que cette équipe en face avait des joueurs de très haut niveau technique, et donc en fait,
malgré l'intensité du pressing, avaient réussi à s'en sortir à chaque coup. Et en fait, leur façon de faire du contre-pressing, du coup, n'était pas efficace, même si elle était bien faite. Donc nous, avec la data, on a réussi à mesurer d'une part que c'était bien fait, et d'autre part que c'était pas efficace. Et du coup, ce que ça a pris comme décision, c'est que à la fois d'après, ils ont pas essayé en fait de faire leur contre-pressing habituel parce que ça marchait pas. Et du coup, ils ont tout simplement décidé de s'orienter plutôt vers un repli défensif à la perte de balle, tout simplement, le plus rapidement possible. En gros, revenir devant les cages et fermer tout. Et ça a beaucoup mieux marché. Ils ont fait simplement un match nul au match retour, mais ils avaient vraiment pu finement analyser. Alors au départ, ils étaient partis de l'idée que juste ils avaient été mauvais au match aller, alors qu'en fait, ils se sont rendus compte sur cet aspect précis du jeu qu'ils n'avaient pas été mauvais, juste que leur stratégie n'était pas efficace. D'accord. Alors c'est quoi les principaux obstacles, pièges, difficultés quand on utilise la data pour la stratégie sportive en général ? Il y en a de multiples. Le premier piège, c'est déjà de sourcer de la bonne data quand on est client. C'est pour ça qu'on existe, en fait, pour fournir de la meilleure data. Et donc, du coup, c'est pas évident, effectivement, déjà d'avoir de la data qui mesure les bonnes choses et de savoir ce qu'on mesure. Il y a souvent une difficulté qui est liée, alors d'une part à la précision. Un certain nombre de providers, en fait, fonctionnent sur le principe d'un enregistrement d'un certain nombre d'actions de jeu à la main. En fait, les plus grands providers, les stats que vous voyez à la mi-temps des matchs, en fait, il y a des gens à Liverpool ou autres qui sont derrière leurs écrans et qui cliquent à chaque moment où il y a une passe ou un tir, et c'est ça qui génère les stats à la fin. Ouais. Quand on veut arriver dans des stats un tout petit peu plus avancées que juste le nombre de tirs, ça fait qu'il y a pas mal d'erreurs. C'est pour ça d'ailleurs que la FIFA va engager 22 personnes par match pour suivre chacun des joueurs et à noter de la façon la plus précise possible un énorme nombre de choses. Pendant la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde, pardon, pendant la dernière Coupe du Monde, mais ça a ses limites, voilà, il y a l'erreur humaine. Donc le premier enjeu, c'est la précision dans la data, et le deuxième enjeu, c'est l'interprétabilité. C'est-à-dire que c'est difficile de, parfois, quand on veut chercher à mesurer des choses complexes, de trouver des choses qui soient facilement derrière, comme on dit en anglais, actionable, utilisables vraiment, et dont on sache ce que ça mesure. Un bon exemple de ça, par exemple, c'est un indicateur dont on a un peu beaucoup parlé, qui vient notamment du basketball, c'est l'expected possession value. Typiquement, donc ça mesure à chaque instant la probabilité que derrière, donc au football, qu'on marque un but dans les 30 prochaines secondes. Et donc on peut voir que, par exemple, si je suis au milieu de terrain et que j'ai fait une passe latérale de mon défenseur central à mon défenseur latéral, peut-être que je vais augmenter de 2% la probabilité de marquer un but dans les 30 secondes. Ouais. Le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire ? Cette mesure de 2%, elle ne dit pas du tout l'origine, bien sûr, de ce gain de probabilité. Ouais. Voilà, il y a des outils pour essayer d'en savoir plus interprétable, mais c'est très compliqué, et honnêtement, je n'ai pas vu encore de papier de recherche vraiment convaincant là-dessus, sur cette côté interprétation. Ouais, parce que ça s'appuie sur quel genre d'algorithmes qui sont pas interprétables ? Pour le expected possession value, il y a un certain nombre de papiers qui utilisent des techniques différentes, mais l'idée à la fin, c'est tout simplement d'apprendre un peu sur un set de données sur, en gros, des positions sur 30 secondes, ce qui va se passer dans les 30 prochaines secondes, est-ce que ça a amené un but ou non, quoi, tout simplement. Ouais. Mais voilà, donc il y a vraiment, je pense, ces deux grands enjeux dans l'utilisation de la data, de trouver de la data précise et interprétable, et c'est là aussi que nous, on essaie de faire de la différenciation. Comme je le disais, par exemple, une mesure de pression, on dit, voilà, le joueur, en fait, il a 1,3 secondes de disponible. Ça, c'est quelque chose derrière qu'on peut utiliser dans l'entraînement parce qu'ils savent à quoi ça correspond déjà. C'est quelque chose qu'ils peuvent reproduire. Et puis ensuite, ça leur donne quelque chose, même effectivement, à l'entraînement, ils peuvent prendre un chronomètre et mesurer si c'est le cas et en déduire des exercices, etc. C'est ça vraiment ce qui est un gros enjeu pour nous et sur lequel vraiment on essaie de faire une différenciation. Fournir des indicateurs aux sportifs plutôt que fournir vraiment l'actionnable, mais qui n'est pas forcément justifié. Et peut-être dans le cadre d'un match, dans le feu de l'action, les algorithmes vont peut-être pas prendre en compte tous les éléments qui sont importants. Peut-être que le sportif a une meilleure position pour prendre la décision à la fin. Alors, tu poses deux questions, j'ai l'impression, dans ce que tu dis. Il y a la question de la mesure versus la décision. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, effectivement, d'algorithmes qui sont designés pour faire des propositions de décision et de dire, par exemple, il faut sortir tel joueur à telle minute, etc. Via un algorithme, on pense que c'est ça qui va maximiser la probabilité de gagner le match. Ouais. C'est quelque chose, en fait, qui est honnêtement est pas ce qu'on vend et qui est très peu vendu sur le marché. Ouais. Je pense que principalement parce que le marché n'est pas encore assez mature, honnêtement. Et donc, du coup, nous, ce qu'on vend, c'est avant tout de l'information. C'est vraiment, est-ce que la personne a performé, a fait telle chose ou pas après coup, versus, encore une fois, une proposition d'action. Je pense que le milieu sportif, je pense que tous ceux qui travaillent dedans disent souvent que c'est un milieu qui est en retard dans plein de points de vue par rapport à d'autres. Et je pense que c'est vrai, notamment sur le côté de l'utilisation de la data.
Et on peut pas nier qu'il y a de base un certain conservatisme qui existe, qui est plus fort que dans d'autres secteurs. Mais j'ai l'habitude de dire que c'est quand même quelque chose de plus nuancé que ça. C'est quand même quelque chose où il y a des torts partagés. C'est-à-dire que bien sûr, il y a un côté où les entraîneurs sont d'anciens joueurs qui, en gros, ont été très marqués par leurs propres entraîneurs eux-mêmes et ce conservatisme-là. Et de l'autre côté aussi, c'est vrai que la data qui était proposée jusqu'à très récemment aux équipes et aux utilisateurs passait tellement à côté de choses tellement principales pour eux que effectivement peut-être que les outils n'étaient pas assez bons tout simplement pour qu'ils puissent vraiment l'utiliser et ça fait qu'au total la data est encore, alors ça bien sûr on voit que les choses évoluent énormément mais encore très peu utilisée par rapport à d'autres secteurs, y compris d'ailleurs même dans les sports US où c'est plus utilisé qu'au football, mais on a même ce même ressenti là. Ouais. Comment est-ce que l'usage de la data est accueilli en général par le staff ou par les joueurs ? Comme je le disais, pas toujours très bien, mais à la fois on voit que ça change. Alors il y a un côté déjà générationnel, c'est bête, mais il y a une génération d'entraîneurs plus jeunes, etc., qui aiment un plus la data, qui est en train d'éclore clairement. Mais encore une fois, comme je le disais à l'instant, je pense que quand la data n'est pas utilisée, c'est aussi que les torts sont partagés entre les providers et les utilisateurs. Et donc c'est aussi parce que justement la data quelque part a pas assez fait ses preuves. Et donc c'est là que, justement, encore une fois, on essaie de faire la différence en n'allant peut-être pas trop loin. Donc disons, par exemple, pas trop dans l'aspect de faire des outils vraiment de suggestion, de stratégie, et d'aller plus dans l'aspect de la mesure brute de la performance pour pouvoir justement faire nos preuves. Qu'est-ce qu'on va avoir, par exemple, comme réticence des équipes ou du staff ? Qu'est-ce qu'ils vont invoquer, entre guillemets, comme... Une des valeurs qu'on apporte qui est très importante, en fait, finalement, dont on s'est rendu compte un peu a posteriori d'ailleurs, c'est en gros la détection automatique d'actions de jeu. C'est-à-dire que on mesure qu'il est en train de se passer quelque chose comme un appel dont on parlait tout à l'heure, désintéressant. Et en fait, au-delà de savoir qu'il y a eu un appel, et donc savoir par exemple le nombre d'appels sur le match, ce qui va les intéresser, c'est de savoir les timestamps, les instants de ces appels. Et donc, en fait, ce qu'on fournit à nos clients, c'est directement un découpage de toutes les séquences du match où il y a eu ces appels intéressants. Et donc, ça veut dire qu'eux, ils ont qu'à cliquer dessus derrière et ils voient toutes les séquences à la suite où il y a eu un appel. Et donc, ça leur permet d'analyser, de visualiser à chaque fois quel était le contexte de cet appel, etc. Donc, ce découpage de match automatique, pour eux, ça a une grande valeur parce que c'est quelque chose que, faute de pouvoir le faire automatiquement, jusqu'à présent, ils faisaient à la main, en fait. Ouais. Donc, une grande partie de... c'est un moteur de recherche, en fait, presque. Ouais, c'est ça. C'est une grande partie de la valeur, encore une fois, est liée à ça. C'est-à-dire qu'on a des clients qui nous ont dit, en fait, grâce à vous, maintenant, je dors 5 heures de plus par nuit parce qu'en fait, ce découpage à la main, grâce au fait que vos datas sont suffisamment personnalisables, je peux recréer la métrique qui mesure spécifiquement tel type d'appel qu'avant, je repérais à l'œil nu et que j'allais chercher dans le match à la main et découper dans la vidéo. Et du coup, maintenant, j'ai tout ça automatiquement. Ça, c'est une grande valeur de ce qu'on apporte, mais c'est aussi la difficulté pour nous. C'est-à-dire qu'on peut pas se permettre de dire à la fin, on a des précisions, on dit j'ai un intersection over union de 70%, c'est génial. En fait, ce que va faire notre client, c'est qu'il va ouvrir toutes les séquences s'il y en a 50, les 50 séquences qu'on a détectées automatiquement, et s'il y en a une qui va pas, il va nous dire non mais ça marche pas votre truc, on n'arrive pas à bien repérer quoi. Oui, il y a une exigence qui est un peu trop forte par rapport au gain de temps que ça représente. C'est vrai que s'il y en a un de temps en temps... Voilà, il y a une exigence qui est un peu forte. Alors nous, ça nous convient entre guillemets aussi, ça nous invite à être plus exigeants aussi de notre côté. Mais oui, encore une fois, voilà, c'est ça qui est pas évident dans la façon d'interagir, disons, avec ce type de clients. Est-ce que vous leur donnez la possibilité de faire remonter du feedback qui va vous être utile pour les algorithmes? Est-ce que vous avez mis en place des process pour faire remonter justement ce qui va pas? Oui, alors on est en train de le mettre en place de plus en plus. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a commencé initialement même sans plateforme. Donc on avait la technologie de base pour mesurer, encore une fois, des datas dynamiques personnalisées. Mais voilà, il fallait qu'on fasse nos preuves aussi. Donc on allait toquer à la porte, disons, de nos clients, des entraîneurs adjoints. Et en gros, ils nous disaient, nous, on veut mesurer ça. Par exemple, notre contre-pressing, c'est ça. Et on veut que vous nous disiez s'il est bon ou pas. Et on disait, OK, on va vous créer une métrique associée. Et parce qu'on avait déjà toute la base en place, un certain nombre de mesures, etc., on arrivait à créer une métrique personnalisée, en gros, en 2 semaines. Et on leur disait, du coup, c'était ça notre promesse. On vous fait une première version pour dans 2 semaines et pas pour dans 2 mois ou dans 2 ans, ce qui aurait été le cas sans nos technologies. Et donc, du coup, de la façon dont c'est construit comme ça, on a eu énormément de feedback dès le début. On a des interactions très fortes avec nos clients. Aujourd'hui, un de nos challenges sur lequel on a déjà beaucoup avancé, mais qui continue d'être un challenge important pour nous, c'est de transférer directement le pouvoir à nos clients, le pouvoir aux analystes, en transférant toute cette partie personnalisation qu'on faisait en discutant, en ayant eux vraiment qui nous expliquent le concept tactique qu'ils veulent mesurer, en ligne. C'est-à-dire que vraiment en ligne,
paramétrisent directement tous leurs indicateurs, ils peuvent créer vraiment leurs propres métriques associées à tel aspect du jeu. Et donc, du coup, ce transfert-là en ligne fait qu'on va avoir une relation, disons, bien sûr, un tout petit peu moins directe avec eux, parce qu'ils vont passer moins de temps à nous expliquer, mais bon, eux, ça leur fait gagner du temps, donc c'est beaucoup mieux pour eux, et bien sûr pour nous aussi. Du coup, on met en place maintenant des systèmes autres de feedback. Mais voilà, depuis le début, le feedback, en fait, est presque inclus dans notre démarche de personnalisation, qui est vraiment au cœur de ce qu'on fait, quoi. Tu nous as parlé de recrutement tout à l'heure. Oui. Alors le recrutement en particulier au foot, ça peut commencer très tôt, à un moment où il n'y a pas de suivi, il n'y a même pas de caméra, etc. Quel genre de data vous pouvez utiliser? Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher la data et puis ensuite la valoriser pour faire du recrutement? Alors, c'est la limite, effectivement. Si on veut chercher un joueur de 16 ans qui joue dans un championnat obscur de division 30 d'Amérique latine, on n'y arrivera pas avec ce qu'on fait. Honnêtement, on peut pas. Donc, la réponse, c'est on fait rien du tout. Okay. Effectivement, comme je l'ai expliqué, technologiquement, nous, on se base sur le fait d'avoir les positions qu'on analyse derrière. Donc, on a vraiment besoin d'avoir un minimum les positions des joueurs de la balle. Et en fait, effectivement, donc c'est simplement la limite. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il se développe de plus en plus justement de solutions de vidéo tracking. On commence à avoir des boîtes qui proposent en gros des systèmes où on prend 2 pieds, on met un iPhone sur chacun, on filme chaque moitié du terrain et derrière, ça nous sort ces fameuses positions XY à la fin du match. Alors, c'est pas encore complètement au point, clairement, mais c'est quelque chose qui est en développement et au fur et à mesure que ça va se développer, pour nous, ça va nous ouvrir d'autres marchés. Et donc voilà. Donc ça, c'est sûr que c'est la limite. Actuellement, on est restreint qu'aux marchés dans lesquels on peut accéder d'une façon ou d'une autre à des positions. Donc ça veut dire qu'il faut au moins qu'ils soient présentés à la télé. Ouais. Oui, parce que utiliser le smartphone sur le bord du terrain pour avoir les positions, au-delà du fait que ça existe ou que ça n'existe pas, vous n'aurez jamais la même précision de... Alors, il y a un grand enjeu de précision, encore une fois. Nous, c'est pas notre spécialité à nous du tout, cette partie computer vision, vidéo tracking. La seule chose qu'on constate, c'est que les choses évoluent dans le bon sens et que ça va nous ouvrir demain des possibilités. Mais justement, si tu veux, c'est quelque chose, je pense, qui a été un peu peut-être la chose la plus naturelle à faire quand on a voulu arriver dans le sport et fonder une start-up quelque part presque. Je veux dire, mais il y a ces algorithmes de reconnaissance... que ça soit un peu différent, mais de la reconnaissance faciale qui est utilisée dans tous les smartphones, ou bien sûr du suivi de personnes qui est utilisé dans plein d'applications, par exemple dans les aéroports ou autres. Et en fait, l'idée, c'est que ces technologies de vidéo tracking se développent et que derrière, elles peuvent être utilisées pour le sport. Beaucoup de gens se sont dit justement, en fait, ça va être la clé de... absolument tout. C'est-à-dire, une fois que j'ai XY sur le terrain, le travail est terminé. En fait, non, notre hypothèse depuis le début, c'est que c'est là que ça commence. En fait, c'est là que le sportif commence et que justement, la plus grosse valeur, elle est dans savoir transformer cette position XY en une mesure de performance sportive. Oui, bien sûr. Ma question sous-jacente était plutôt, en fait, est-ce que ce que vous faites pourrait encore s'appliquer si vous aviez une dégradation forte de la précision des données XY ? C'est sûr qu'on est dépendant de ça et donc du coup il y aura une limite qu'on continue à essayer de tester tous les jours. Donc j'ai pas encore de réponse là-dessus très précise à donner, mais c'est sûr qu'il y a une limite. Maintenant, encore une fois, la direction d'évolution qu'on voit est naturelle bien sûr, c'est que plus le temps va aller, plus ces technologies seront matures aussi. Et donc du coup, on espère qu'on sera au-dessus de cette fameuse limite, ce qui pour nous est gênante. Est-ce que vous vous intéressez un peu à l'affinité entre les joueurs? Par exemple, on parlait d'appel, je dis n'importe quoi, un joueur est un bon joueur d'appel, un autre quelqu'un qui exécute les passes, a une très bonne vision du jeu. Voilà, ces deux-là ensemble vont créer ce lien qui est dans l'équipe, dans l'exécution, qui est si important dans les sports d'équipe. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Oui, c'est quelque chose qui recouvre, disons... des réalités multiples. Alors en fait, généralement, une paire de joueurs comme ça, elle est inclue dans un collectif plus global. Et donc nous, on a plutôt tendance à intégrer ça dans la stratégie globale de l'équipe. C'est voir si ces joueurs sont effectivement bien adaptés à la stratégie de l'équipe et apportent le type de performance qu'il faut pour la stratégie de l'équipe. Et donc du coup, généralement, on analyse ça à un niveau plus global. Mais oui, c'est effectivement comprendre la complémentarité des joueurs, justement, sur des tactiques données où on sait que y en a un qui va, par exemple, faire des appels et l'autre qui va faire les passes associées et que chacun va être très bon dans son domaine. C'est hyper important et on sait que c'est ça qui va pouvoir débloquer un certain nombre de choses. En fait, nos métriques, elles sont souvent construites effectivement de manière couplée. C'est-à-dire qu'on mesure toujours, comme je le disais tout à l'heure, des passes non tentées, par exemple. Et on sait quand est-ce qu'il n'a pas fait la passe.
Alors, typiquement, on voit bien qu'il y a des joueurs aussi qui sont préférés, qui sont parfois surpréférés. C'est-à-dire qu'on leur fait toujours la passe, même si peut-être qu'il y avait d'autres joueurs à qui on aurait pu faire la passe aussi. Un exemple que je peux donner de la dernière Coupe du Monde, sans trop de surprise, c'est que Kylian Mbappé, dès qu'il fait un appel, on lui fait la passe. Ce qui n'est pas surprenant, bien sûr. Hein. Il y a une réalité derrière qui est que, au-delà du fait que là, on mesure des situations où il a ouvert un espace, donc c'est bien de lui faire la passe. Au-delà de ce fait-là, on sait qu'en plus de récupérer la balle, une fois qu'il l'a, il va peut-être faire de la magie avec. Donc c'est normal qu'on lui donne plus le ballon à lui. Mais voilà, on est capable de mesurer ce genre de choses-là. Effectivement, est-ce qu'il y a une affinité plus grande? Est-ce que tel joueur donne derrière, après, effectivement, plus le ballon par rapport aux instants où il aurait pu, en fait. C'est ça qui est intéressant. De voir si, justement, le joueur avait cette vision du jeu, s'il préfère peut-être même trop un joueur par rapport à un autre, tout ça. Ce qu'on voit aussi. Et alors, pour avoir cette vision extrêmement technique d'un point de vue sportif du jeu et donc je dirais la construction de recommandations éventuelles à partir des mesures, même la construction des mesures elles-mêmes, il y a besoin d'une forte expertise sportive. Est-ce que dans l'équipe, vous avez des gens dont la provenance est le milieu du sport de façon générale, est-ce que vous bossez beaucoup avec des experts là-dessus? Oui, effectivement, c'est très important. Alors, d'abord, on a la chance de travailler dans un milieu qui intéresse un certain nombre de monde quand même. Donc, effectivement, même pour des gens, des profils hyper tech qu'on mesure, il y a quand même besoin d'avoir un minimum de compétences métiers et de monter en compétences métiers là-dessus de façon assez importante. On recrute typiquement des data scientists qui sont pas des experts du sport à la base, qui n'ont pas de diplôme d'entraîneur ou quoi que ce soit, mais qui ont un minimum d'affinité et la tête suffisamment bien faite pour derrière justement monter assez en compétences là-dessus. Et derrière, bien sûr, peut-être le plus important, c'est que dans l'équipe aussi, on a un directeur produit qui était à la place de nos clients il y a quelques années et qui, lui, effectivement, apporte énormément à l'équipe justement par cette expérience-là, qui était du coup analyste dans un club. D'accord, bien sûr. Ouais. Vous vous intéressez à l'arbitre? Est-ce qu'il y a de la valeur à regarder l'arbitre? On a été sollicité en fait, pour ne rien vous cacher, par des arbitres. Et finalement, le projet s'est pas fait, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait, mais qui est pas évident. Il y a certains domaines comme ça, comme alors le plus simple, disons, qui est le plus connu, disons, des domaines qui est mal mesuré, c'est simplement les aspects défensifs du jeu. Mais effectivement, il y a d'autres choses auxquelles on pense moins, comme les arbitres, qui sont aussi des problèmes. C'est pas quelque chose qu'on a encore développé, mais c'est quelque chose qu'on aimerait développer. Il y a même d'autres directions. Tu parlais d'affinité entre joueurs. On a été sollicité pour faire le lien justement entre des aspects plus psychologiques et des aspects tactiques. Et donc, pareil, c'est un projet qui n'a pas encore été vraiment lancé, mais on nous a demandé d'essayer de voir si on pouvait pas, grâce notamment par exemple au pass non tenté, essayer de voir si ça pouvait traduire une personnalité, un profil psychologique, notamment par exemple par rapport à l'aversion au risque, ce qui va faire une passe dangereuse ou pas, et dans quelle situation en fait il va faire une passe dangereuse. Les clubs de plus en plus souvent font des tests psychologiques vraiment avec leurs joueurs aussi, pour savoir un peu justement quel type de personnalité ils ont, pour faire en sorte qu'il y ait un match. Donc voilà, on sent que il y a un certain nombre d'aspects comme ça autour du sport dans lesquels on n'est pas du tout allé, mais dans lesquels on pense qu'on peut aider à faire des liens. Et donc, du coup, effectivement, on aimerait avancer. Un autre exemple, c'est aussi la partie athlétique. C'est-à-dire que c'est pas le cœur de ce qu'on fait, même si, bien sûr, on peut mesurer des données athlétiques comme le nombre de sprints à haute intensité, au-dessus d'un certain seuil de nombre de kilomètres-heure, etc. Mais c'est vrai que là où on peut apporter des choses, c'est justement combiner un peu l'athlétique et le tactique. C'est-à-dire, est-ce que justement ces efforts physiques faits par le joueur ont été faits dans des bons contextes? Est-ce que justement ils apportent quelque chose à l'équipe? Ou est-ce que le joueur est en train de courir le long du terrain, mais en fait ça sert à rien? Oui, parce que ce que tu dis, ça me fait penser à un truc, c'est on parle beaucoup du nombre de kilomètres parcourus pour les joueurs dans le foot. Et on peut voir ça d'une certaine façon comme c'est bien d'avoir pas beaucoup parcouru de 1000 km parce que ça veut dire qu'ils épargnent les efforts inutiles. Ou on peut aussi voir qu'en fait, il y a une activité qui est plus forte. C'est un indicateur qui veut rien dire seul, quoi. C'est extrêmement compliqué à prendre en compte, quoi. Effectivement, ça dépend beaucoup du contexte. Je peux pas citer de nom, désolé, depuis le début, je dis toujours un club, une équipe, parce que voilà, je préfère pas. Mais c'est vrai que, justement, on avait eu le cas d'une anecdote d'un club où, en gros, ils avaient donné des objectifs quantitatifs sur des aspects athlétiques à leurs joueurs, en match, mais surtout en entraînement. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça marchait pas parce que, effectivement, il y avait des joueurs, du coup, pour remplir les objectifs, qui faisaient des courses qui servaient à rien, quoi. Qui couraient vraiment le côté du terrain pour remplir leur GPS de course parce que, voilà, c'était dans les consignes. Donc, il faut faire attention quand on donne des consignes chiffrées les contournements qui peuvent exister, quoi. Exactement.
Mais en parlant de déconvenus comme ça, est-ce que tu aurais un exemple à nous donner d'une analyse qui a donné lieu à une décision et qui n'aurait pas été une bonne décision, une utilisation de la data qui aurait été plutôt mauvaise? Je vais donner l'exemple qu'on vient d'avoir par... alors, je vais faire de la pub un peu pour notre propre vidéo, les Tiki Data Days qui vient d'avoir lieu. Ouais. L'analyste de Marc Rochon, l'analyste de la Croatie, qui était avec nous au dernier épisode, et il nous a expliqué un peu comment ça s'est passé pour la Coupe du Monde. Et il a parlé notamment de leur demi-finale perdue contre l'Argentine. Ouais. Et en fait, ils avaient analysé le fait que l'Argentine n'était pas une grande équipe de transition. Elle était assez mal classée, ils faisaient peu de transition, pas beaucoup de succès, etc. Et ils ont perdu 2-0 et les 2 buts en première mi-temps sur une transition rapide. D'accord. Donc après, en fait, la défaite, ils sont allés réanalyser les données. Ils se sont dit, mais en fait, c'est pas possible. Ils ont fait 2 transitions dans toute la Coupe du Monde et c'est nous qui avons pris 2 buts dessus. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était pas exactement ça. Ils faisaient très peu de transitions de manière générale, mais en fait, ils avaient un style de jeu qui évoluait un peu au cours des mi-temps. En gros, ils laissent un peu petit à petit leur jeu et le jeu de l'adversaire s'installer. Et en fait, souvent en fin de mi-temps, notamment en fin de première mi-temps, ils se mettaient à faire beaucoup plus de transitions. Et en fait, si on prenait leur classement tout simplement en regardant le nombre de transitions sur la Coupe du Monde entre la 30e et la 45e minute, ils étaient dans les 5 premiers. Et en fait, ils ont pris 2 buts entre la 30e et la 45e minute. D'accord. Est-ce que tu as une opinion à nous partager sur la data dans le sport? J'en ai plein. Peut-être une chose intéressante, c'est que on parle souvent de est-ce que la data est plus adaptée à un sport qu'à un autre. Et c'est vrai qu'il y a quand même des différences. Par exemple, si je prends le baseball, en fait, chaque situation en baseball est un peu ce qu'on pourrait appeler un coup de pied arrêté au football. C'est-à-dire qu'on part vraiment d'une situation arrêtée, quelqu'un fait un tir dans la balle avec la batte, du coup, et quelqu'un court, quoi. Alors qu'au football, il y a plus de situations, ou au rugby ou au basket, de situations de jeu ouvert, où en fait, le jeu et la balle est en jeu depuis un certain temps, et voilà. Donc oui, il y a des différences là, mais ce qui m'a frappé au moment de fonder Sports Dynamics, c'est j'ai commencé d'abord un peu par prendre mon bâton de pèlerin et aller voir si il y avait, disons, un intérêt business, bien sûr, mais voilà, un intérêt de manière générale, même applicatif, quoi, aux choses qu'on faisait. Et donc, aller voir énormément d'experts du sport. Je crois qu'en 2 mois, on a vu une 50aine de gens qui travaillent dans les clubs, dans les médias, etc. Et en fait, du coup, on allait voir aussi plusieurs sports. Et la chose la plus remarquable, c'est qu'à chaque fois qu'on allait voir un nouveau sport, ils nous disaient, mais vous savez, mon sport, donc vous savez, le tennis, vous savez, le football, c'est pas comme les autres sports. Et chacun disait, vous savez, mon sport, il est pas comme les autres sports, on peut moins bien mesurer avec la data, etc., que les autres. Et en fait, j'étais vraiment marqué par ça, parce que, oui, je pense que ça rejoint un peu ce que je disais, hein, de manière générale, un peu le retard qu'il y a dans l'utilisation de la data dans le sport. Ouais. Mais effectivement, il y avait cette perception-là que son sport était tellement complexe, tellement particulier, que finalement, c'était plus dur d'utiliser de la data et que la data marchait pas, entre guillemets, dans le sport. Ouais. Est-ce que tu as un conseil pour ceux qui voudraient utiliser la data dans le sport, pas forcément des professionnels? C'est une bonne question. Je pense que il faut assez bien définir ce qu'on veut en faire derrière pour éviter les différents écueils que j'ai cités précédemment, de précision, d'interprétabilité notamment. Peut-être mon premier conseil, ce serait de voir un peu ce qui se fait ailleurs. Je pense que c'est toujours un bon conseil. Beaucoup de succès, en fait, dans le sport sont dus à des personnes qui ont ramené en fait une technique qui était utilisée dans quelque chose qui avait rien à voir avec le sport, que ça soit sur du yield management pour les billets, etc., sur la partie sportive aussi, vers le sport. Donc je pense que le premier conseil, c'est peut-être essayer d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs, essayer d'aller voir aussi ce qui se fait dans différents sports, parce que en fait justement chaque sport a pu développer, et une communauté en soi, il a pu développer un peu des spécialités sur certains aspects d'utilisation de la data, etc. Et notamment, je pense que quand on veut regarder les aspects athlétiques de la performance, bien sûr, on va apprendre beaucoup du rugby parce que c'est un sport où la partie performance athlétique est hyper importante, mais il y en a d'autres. Voilà, allez voir peut-être les autres sports, allez voir les autres secteurs pour commencer à s'inspirer par ça. Alors, le temps passe, mais tu nous as dit un truc qui a l'air très intéressant sur le yield management appliqué au sport. Tu veux nous expliquer? Tout simplement, je pense que... Alors, je connais pas très bien ce secteur, hein, mais en gros, la data dans le sport, maintenant, avec notamment Sports Dynamics, et bien sûr tout l'écosystème qui est en train de se développer, je veux dire, la data sportive, vraiment, la data tactique se développe de plus en plus.
Mais je pense que là où le sport était un peu moins en retard dès le début, c'est la partie gestion de tout ce qui est, par exemple, digital marketing ou tout ce qui est ticketing. Pourquoi ? Parce que c'est les parties qui génèrent du revenu. Donc c'est là où ils ont les premiers data scientists qui ont été embauchés dans les clubs. En fait, ils ont été embauchés pas pour analyser le jeu, mais pour analyser comment on va faire plus d'argent avec nos événements. Ouais. Ce qui est tout à fait normal. Mais du coup, effectivement, je pense qu'il y a des solutions qui sont développées plus ou moins importantes pour faire du yield management, c'est-à-dire du coup tarifer les places pour les matchs au meilleur tarif pour pouvoir maximiser la rentabilité de chaque événement sportif. D'accord. Mais nous, on n'est pas du tout impliqués là-dedans, donc genre, c'est rien du tout. C'est quoi la suite pour Sport Dynamics ? Il y a beaucoup de projets dans le pipe, notamment un aspect important qui est le développement dans d'autres sports, comme j'évoquais. Il y a aussi un aspect qui nous occupe maintenant un peu de développer de futures nouvelles applications en fait. Donc on veut s'améliorer dans un certain nombre d'abord de thématiques aussi sportives, comme par exemple l'aspect défensif où je pense qu'on est déjà meilleur que beaucoup de nos concurrents, mais c'est vraiment un aspect hyper primordial et encore même par nous sous-mesuré. Il y a d'autres choses comme l'utilisation vraiment pour la partie évaluation de la performance individuelle qu'on doit encore plus développer. Il y a aussi d'autres outils qu'on veut développer de visualisation, d'autres types d'utilisateurs. Donc là, je parlais du fait que nos clients, c'est uniquement les clubs, mais on est déjà en fait en contact avec un certain nombre de médias. On a déjà fait d'ailleurs des premiers POC en fait avec des médias sportifs. Et donc eux aussi, c'est des experts du sport en fait. Donc en fait, ils ont les mêmes besoins. C'est d'ailleurs assez intéressant. Le besoin d'un commentateur qui doit à la fois vulgariser la performance, c'est assez proche du besoin du coach qui doit faire un peu la même chose pour ses joueurs pour pouvoir emporter leur adhésion, expliquer la tactique, etc. Ouais. Donc voilà, il y a un certain nombre d'autres experts du sport comme ça qu'on veut adresser. Voilà, il y a pas mal de projets dans le pipe. Merci Vincent. Merci beaucoup Marc. Vous venez d'entendre Vincent Otto, CTO de Sport Dynamics sur Data Driven 101. La semaine prochaine, je recevrai Chloé Dupuis, manager Analytics Retail chez Catalina. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à partager et à suivre l'émission sur votre plateforme préférée. À très vite.